Timeline, 100 000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il rencontre Sophie. Alors, à ce moment-là, les biographes de Hugo, et Hugo lui-même, nous racontent un coup de foudre réciproque. Ce jeune homme, cette jeune fille se plaisent, s'adorent. Pas du tout. Pas du tout. Il faut se méfier, encore une fois, sur tout ce que Victor Hugo a pu raconter sur son enfance. Pourquoi a-t-il menti ? Eh bien parce que cette enfance a été abominablement malheureuse, parce que cette enfance a été un long cauchemar pour le plus sensible des petits garçons qu'on imagine et qu'on sent quand on le lira plus tard. Parce qu'il a voulu rayer cette enfance de la réalité et il a raconté à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à la postérité, à ses lecteurs futurs, une enfance qui n'était pas la vraie. Alors, c'est pas vrai que ce fut un coup de foudre entre son père et sa mère. Parce qu'il faut l'avouer, elle était déjà pas bien jolie, Sophie Trébuchet. Elle était montée en graines, comme on dit, elle avait coiffé Sainte-Catherine, et à cette époque-là, quand une jeune fille n'est pas mariée à 25 ans, c'est très grave. Et elle n'avait pas de dot. Et même sous la Révolution, une dot, ça compte. Et il avait quitté Chateaubriand comme ça, repartant avec Louise Bouin sans prêter plus d'attention à Sophie Trébuchet. Il a été nommé à Paris, au Conseil de guerre, qui siège dans la capitale, et là, un jour, Louise Bouin quitte le capitaine Hugo. Et le voilà tout seul, un peu mélancolique. Et vous imaginez que quand on est tout seul, on a du vague à l'âme et on repense notamment à la petite Sophie de Chateaubriand. Et il écrit à Chateaubriand et il fait savoir que si Madame Robin est d'accord, il serait heureux d'obtenir la main de Sophie. Alors là, pensez bien, Chateaubriand, c'est la Révolution. Encore, si j'ose dire, comment Hugo épouse, quel bonheur, quelle chance. On croyait qu'elle n'était plus mariable, tout simplement, la longue et sèche et revêche Sophie Trébuchet. Alors on envoie Sophie à Paris avec son frère parce que faut quand même un chaperon, une jeune fille à l'époque ne voyage pas toute seule. Et lui, il l'attend à la diligence. Seulement il y a un drame que les biographes n'ont pas soupçonné et qu'il suffit pourtant de lire dans les correspondances. Eh bien c'est qu'entre-temps, il est tombé amoureux d'une autre jeune fille. Et il l'écrit à son ami, c'est affreux, j'ai fait venir Sophie et j'ai plus le temps de l'arrêter. Il est amoureux d'une autre alors qu'il n'aime pas du tout Sophie Trébuchet, imaginez ça. Alors on en est réduit à imaginer, et on imagine facilement l'horreur, l'amour propre, blessé, le frère qui dit « Mais enfin, on fait pas ça à une femme !» Et il répond « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis amoureux d'une autre. On n'a qu'à repartir pour Chateaubriand. » Il faut quand même avouer que c'est une situation peu agréable pour la jeune fille. Et Hugo, qui est un bon garçon, a des remords. Eh bien, il va pourtant se marier, malgré l'aveu fait à son ami. Et on est donc réduit à penser, mais on sait que ce capitaine Hugo, un sanguin, une soirée, la chair fraîche, etc., il est amoureux d'une autre, mais mon Dieu, on se doute qu'elle n'a pas mis de son côté beaucoup d'opposition, et c'est peut-être pour ça qu'il en est réduit à l'épouser. Et on a une lettre où il dit « Lorsque je dus vous épouser ». C'est quand même pas un départ fabuleux dans la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que pour l'amadouer, elle a parlé d'une dot et qu'il s'aperçoit en plus qu'il n'y a rien du tout. Eh bien quand même, il va tomber amoureux d'elle. Pendant le temps que je vous parle, c'est le déluge sur Paris. C'est quand même décidément un très brave homme, ce capitaine Hugo. Il se dit « Je suis marié, autant être amoureux de ma femme ». Et il devient très amoureux de Sophie. Or, le drame, et vous l'imaginez, parce que sinon je vous en parlerai pas, c'est qu'elle ne l'est pas du tout de lui. Et le ménage va continuer, lui est ravi, un premier petit garçon arrive, puis un second petit garçon. Lui est allé faire la guerre, c'est son métier, la guerre s'achève. À Lunéville, Bonaparte, qui est au pouvoir maintenant, a réussi à faire ce que la Révolution, elle, n'a pas réussi, c'est-à-dire à vaincre toutes les armées de l'étranger, obtenir que ces pays signent un traité de paix, c'est la fameuse paix de Lunéville. Et c'est le major Hugo qui est nommé gouverneur militaire de cette ville. Et c'est dans cette ville que Sophie va rencontrer un ami de son mari, le général Lahorie, qui va jouer un très grand rôle dans sa vie et dans notre histoire. La paix est signée, la France est heureuse désormais, et le major Hugo est nommé à Besançon. Vous
savez, Besançon, vieille ville espagnole. Alors il va repérer sa nouvelle garnison, il part en voiture avec sa femme, il faut traverser les Vosges, imaginons cette berline, ses chevaux, les Vosges, c'est pas très haut, mais ça monte et ça descend tout le temps, et les chevaux sont souvent au pas. Alors le major propose à Sophie de se dégourdir les jambes, et il dit au cocher de les attendre 2 ou 3 heures, et il s'engage sur les sentiers. Alors je vous l'ai dit, c'est un sanguin le major Hugo. Là, ça fait très série Harlequin quand même, hein, mais je vais continuer. Il fait beau et devant lui, la robe de Sophie qui se soulève. C'est vrai que c'est une plus jolie vue que la ligne bleue des Vosges, et ça lui donne des idées. Et très exactement 9 mois plus tard, va naître un petit garçon, c'est le petit Victor. Les voilà donc à Besançon, dans un appartement qui existe toujours et qu'on peut visiter aujourd'hui, sur une place d'ailleurs, où sont nés Charles Nodier, les frères Lumière, et où vécut également Gustave Courbet, excusez du peu. C'est donc là qu'est né Victor Hugo, ce bébé qui n'avait qu'un souffle à sa naissance. Il était si petit que Sophie dira plus tard qu'il n'était pas plus long qu'un couteau. Et ce qui est fou, c'est que ce bébé, dont le mot n'existe pas encore à l'époque, qu'on mettrait aujourd'hui en couveuse, eh bien à l'âge de 6 semaines, on va l'emporter en diligence à Marseille. Imaginez ce que peut être un voyage en diligence à cette époque. Il faut 8 jours, des auberges douteuses, des lits crasseux, pleins de vermine, une femme qui allaite dans la diligence avec 2 petits garçons qui tiennent pas en place, les autres voyageurs qui disent mais on ne devrait pas voyager avec des enfants de cet âge. Bref, le bonheur qu'on peut imaginer. Et puis on le sait, le petit survit évidemment à l'expédition. Alors, pourquoi Marseille ? Eh bien parce que le major Hugo a eu des mots avec son colonel et on l'a sanctionné en l'envoyant à Marseille. Et on le sanctionne à nouveau en ne l'envoyant pas à Saint-Domingue avec son bataillon. C'est la révolte des Noirs, vous savez, Bonaparte a demandé à ce qu'on règle le problème. Donc on envoie le bataillon et pas lui. Or, tout le bataillon va mourir à Saint-Domingue, de sorte qu'on lui a involontairement sauvé la vie. Mais voilà, il se désespère d'être mal vu. Il a peur de végéter dans des petits grades, d'être envoyé dans des garnisons subalternes. Et il fait alors ce que font beaucoup et ce qu'ont beaucoup fait à travers l'histoire. Il se dit mais je vais envoyer ma femme à Paris. Elle va plaider ma cause parce qu'à Lunéville, elle avait rencontré Joseph Bonaparte et un certain nombre de généraux. Elle va pouvoir plaider sa cause. Et il la met dans la diligence et elle part pour Paris. Et il ne la revoit pas. Il pensait qu'elle allait revenir 1 mois plus tard et elle a envoyé quelques lettres, c'est vrai, mais un peu sèches, disant oui, je négocie, je plaide, j'implore. Et lui, il est resté seul avec les 3 enfants. Et en plus, il est nommé à Bastia. Il est donc obligé de partir avec ses enfants. Puis il est nommé à l'île d'Elbe, puis Porto-Ferrare. Et ce brave, parce que c'est quand même un soldat, il est obligé de donner la bouillie à ses enfants. Il est changé en nourrice. On est quand même au début du 19e siècle, il ne faut pas l'oublier. Et imaginez un peu, ça fait 1 an qu'elle est partie. C'est quand même inouï, 1 an. Vous l'avez vite compris, c'est qu'il a fait son malheur tout seul, le major Hugo. Il l'a envoyé, comme on dit, dans la gueule du loup. Parce qu'il y avait parmi ses connaissances le général Lahorie, bien sûr, un proche, puisque Lahorie est même le parrain de Victor. D'ailleurs, Victor s'appelle ainsi parce que Lahorie se prénomme Victor. Les chercheurs d'intrigue, d'ailleurs, pourraient, à juste titre, se poser d'autres questions, si vous voyez ce que je veux dire. Et assez justement, si vous voulez même mon avis. Pauvre major Hugo, on comprend qu'elle soit restée 1 an loin de lui. On comprend sans quand même excuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une femme qui sacrifie ses 3 enfants à une passion nouvelle, enfin bref. Il lui écrit des lettres éplorées qui nous sont restées, qui sont d'ailleurs consultables, à la fois naïves, déchirantes. Mon amour, mais oui, il l'aime de plus en plus vu qu'elle est loin. Tu me manques et tes enfants te réclament. Ils pleurent tous les soirs en demandant quand tu reviens. Et lui, en plus, pendant ce temps-là, il les bourre de sucreries, de bonbons. Mais tout ça ne peut pas durer. Elle comprend alors qu'il lui faut repartir, elle rejoint l'île d'Elbe, un voyage insensé, il faut traverser l'Italie, prendre le bateau, il y a un combat en mer contre les barbaresques, il croit alors retrouver une femme amoureuse, or il se trompe totalement, il retrouve une femme qui refuse complètement d'entrer dans son lit. Et elle repart au bout d'1 mois avec les enfants accusant Hugo de l'avoir trompé. En effet, il va y avoir dans la vie d'Hugo une certaine Catherine Thomas. Hugo reste seul et Sophie revient à Paris, rue de Clichy, et c'est là que remontent les premiers souvenirs de Victor Hugo. Il se souviendra de cette cour qu'il apercevait par la fenêtre de l'appartement. Il y avait là une petite fontaine, un arbre chétif. Ce sont là les premiers souvenirs d'Hugo. Rassurons-nous, il y en aura d'autres. Le petit Victor va aller à l'école et là il se souviendra d'une certaine mademoiselle Rose. Pourquoi parler d'elle ? Eh bien parce que, comme il était le plus petit, on l'envoyait souvent chez la maîtresse, mademoiselle Rose, qui s'habillait devant le petit garçon. Elle ne se doutait pas que ce petit garçon n'avait pas les yeux dans sa poche. Il avait entre 5 et 6 ans et il la regardait avec un intérêt extraordinaire mettre ses bas. Et c'est une image qu'on va retrouver dans toute l'œuvre de Hugo. Il est obsédé par les pieds nus. Et les images de volupté, très nombreuses dans l'œuvre hugolienne, passent toujours par ces fameux pieds nus. Faites l'expérience.
Eh bien, ce sont les pieds de Mademoiselle Rose. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.